Alors on reprend la séance et je vais donner la parole à Jalal Aswad et Denis Debrosse qui ensemble ont entrepris un système d'enseignement par le web qui a bien démarré, dont on va vous montrer des exemples. Et j'ai demandé bien entendu à Dominique Franco de bien vouloir par la suite commenter cette communication. Jalal, à toi. Merci. Mesdames et messieurs, chers maîtres, c'est toujours pour moi un grand honneur de participer aux sessions de l'Académie nationale de chirurgie. Et c'est avec grand plaisir que le docteur Debrosse et moi-même présentons le e-learning en chirurgie ou la formation des chirurgiens par l'image, exemple de l'Institut thoracique de Thonon. Voici nos conflits d'intérêts. Alors, l'image a été depuis très très longtemps un outil d'expression, de communication et de communication utilisé par l'homme, comme vous voyez ici sur l'exemple de la grotte de Lascaux. Vous voyez ici dans l'Égypte ancienne ces deux papyrus où on voit très bien la description d'une technique opératoire, la circoncision pour celle du haut, avec description technique des étapes de la circoncision, avec un commentaire, avec des mots, des expressions écrites pour expliquer cette technique. Et sur le papyrus du bas, les soins oculaires qui sont très probablement une chirurgie de la cataracte. Un autre exemple de la formation, de la transmission par l'image, qui est les extractions dentaires. On voit ici très bien le schéma qui explique la technique avec les textes qui vont détailler cette technique-là. On voit ça sur cette extraction dentaire, sur les deux images, celle du haut, celle du bas, à plusieurs décennies de distance. Les schémas d'anatomie sont le meilleur exemple de la transmission, de la formation par l'image. Ici, en haut à gauche, un squelette qui a été fait en Perse, l'Iran actuel, où on voit très bien la ceinture scapulaire, les 12 côtes, le bassin, le rachis et l'explication le détail de ce squelette avec une explication détaillée et ce magnifique schéma anatomique de Léonard de Vinci représentant l'anatomie du poumon. Ensuite, il y a eu la mise en scène des chirurgiens et c'est l'apparition des théâtres d'anatomie, les ancêtres des amphithéâtres, donc les théâtres d'anatomie ambulants. On voit ici donc ce théâtre qui est démontable, qui est en bois, et on a donc le chirurgien ou l'anatomiste ou le dissecteur qui se trouve au centre, avec un cercle étroit de disciples ou d'élèves, mais aussi des curieux, puisque pendant de plusieurs décennies, c'était une activité organisée par la ville pour les curieux, pour le public qui venait payer leur place pour venir voir ces séances de dissection. Et on voit très bien sur le traité d'anatomie de Bartolomeo Eustachi son théâtre d'anatomie ambulant avec une dissection des élèves et des curieux. Ensuite, est apparu les théâtres d'anatomie permanents. Le plus bel exemple est le théâtre d'anatomie de Padoue, un théâtre permanent qui est en forme d'œil, puisque les architectes ont voulu montrer le triomphe du regard comme nouveau moyen privilégié d'accéder à la connaissance anatomique, à la transmission du savoir. Et puis, le théâtre d'anatomie de Paris, que vous connaissez très bien, et qui a été largement illustré et utilisé dans l'enseignement des sessions d'anatomie. Donc, la formation et la transmission a utilisé l'image, la démonstration, donc les théâtres d'anatomie, le compagnonnage, les disciples qui viennent vers un maître, qui viennent même parfois de très loin pour venir assister à l'enseignement du maître, l'échange et la communication. On va faire un saut dans l'histoire, dans le temps, puisqu'on va arriver en mai 2014 et je vous ai pris donc cette fiche méthode de l'HAS sur le e-learning. Donc la définition qu'a retenue l'HAS, c'est la définition de la Commission européenne. Le e-learning ou la formation en ligne, c'est l'utilisation des nouvelles technologies multimédia de l'Internet pour améliorer la qualité de l'apprentissage, en facilitant l'accès d'une part à des ressources et des services et d'autre part
à un échange et collaboration à distance. Plusieurs outils sont utilisés. Parmi ces outils, les outils qu'on appelle synchrones, où il y a un contact en temps direct, avec des outils qui sont utilisés comme des conférences audio, vidéo ou des webcasts en direct sur le net. Donc le e-learning fait partie des TICE, c'est-à-dire les technologies d'information et de communication pour l'éducation, et permet d'avoir des activités d'enseignement non présentielles. Et pour finir, c'est surtout adapté pour développer des compétences cognitives avec la possibilité d'un auto-apprentissage ou d'un apprentissage conduit par un tuteur. Ce terme-là, vous allez l'entendre de plus en plus, ce sont les MOOC, donc les Massive Open Online Course. Ce sont les formations ouvertes à distance, donc il y a plusieurs types, les formations en ligne ouvertes à tous, les cours en ligne ouverts et massifs, et donc les participants, enseignants et élèves, dans les MOOC, sont dispensés géographiquement un peu partout, et communiquent, enfin partout dans le monde, et communiquent uniquement par Internet. En 2013, le gouvernement français a annoncé la mise en place de France Université Numérique. C'est une plateforme de formation en ligne ouverte à tous, dans laquelle se trouvent aussi des cours en ligne ouverts et massifs. Tout ceci est encadré par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Plusieurs institutions ont déjà mis en place leur MOOC, l'École Polytechnique, HEC Paris, ESSEC, etc. Ça, c'est pour la France, mais il y a aussi au Canada, Montréal et le Québec. Bien sûr, les États-Unis sont largement en avance par rapport à ce type d'enseignement. Lorsqu'on va sur le site de la FUN, on voit qu'il y a de nombreuses institutions qui ont déjà mis en place leur enseignement sur Internet, le e-learning, l'UPMC, l'ENS Cachan. Voici des exemples des modules qui sont proposés par ces différentes universités. Et l'on voit très bien ici, par exemple, un module sur la santé publique, un module sur la philosophie ou dans le droit. Voici la page d'accueil de la FUN de l'UPMC et les modules que l'UPMC propose. Alors, comment réunir l'apprentissage par l'image et le numérique? Vous voyez cet enfant qui fait son éveil sur une tablette, donc les couleurs, les sons, c'est sur une tablette. C'est un interne de chirurgie dans 20 ans. Il a fait son éveil sur une tablette. La formation, l'outil pédagogique dont il aura besoin doit passer par ce qu'il utilise actuellement pour son éveil, c'est-à-dire les tablettes, les iPhones, les smartphones et les ordinateurs. Donc comment réunir cet apprentissage par l'image et le numérique avec une formation par compagnonnage et démonstration chirurgicale? Voici un extrait d'une série américaine, The Knick, qui montre en 1900 à New York des chirurgiens innovants, de génie, qui sont en train d'inventer la chirurgie moderne, qui mettent en place des techniques chirurgicales inédites. Ils travaillent dans une salle d'opération amphithéâtre. Donc ils sont en train d'opérer, là ils sont en train de faire le premier anévrisme de l'aorte abdominale, c'est ce qu'ils disent dans la série, et vous voyez là un amphithéâtre, c'est une salle d'op amphithéâtre, les chirurgiens viennent de partout des États-Unis pour assister à leur enseignement, pour voir comment ils font et prendre donc cette nouvelle technique. Donc comment joindre et réunir tous ces éléments en créant, c'est ce qu'on a fait, l'Institut thoracique de Thonon, et je passe la parole à Denis. Donc l'idée était de créer cet outil d'enseignement sans passer par... On ne voulait pas passer par un cours avec une évaluation pré- et post-cours. Notre idée était de réunir cette première plateforme d'enseignement par e-learning multidisciplinaire en ce qui concerne le thorax. On voulait utiliser les outils modernes de formation et de technologie multimédia tout en gardant le principe du compagnonnage et dans la formation des plus jeunes, avec toujours la possibilité d'un échange dans cette communication et cette formation. Donc, on a imaginé 3 types d'événements pour cet enseignement, soit des retransmissions en direct du bloc opératoire, avec la possibilité pour l'internaute de poser des questions en chat, et on va pouvoir répondre en direct au cours de l'intervention, soit des tables rondes d'experts où on a
au préalable préparer des séquences vidéo qui vont être commentées en direct avec toujours la possibilité de répondre à l'internaute. Enfin, troisième volet qui tient plus du compagnonnage puisque ce sont des visites d'immersion au sein même de l'Institut. Donc, lorsque vous tapez sur Google Tenon Thoracique Institute, vous tombez sur notre page d'accueil avec, dans la partie haute, la description des différents événements passés qui sont grisés et pour lesquels vous pouvez avoir accès en différé, ou les événements à venir qui réunissent la prochaine table ronde d'experts, par exemple, va parler de la réhabilitation précoce. On va faire venir Karim Slim, on va pouvoir vous faire un petit peu l'exposé de Francis Bonnet tout à l'heure, mais avec cet échange avec l'internaute. On a donc ces visites d'immersion qui sont déjà bien chargées. Dans la partie différée, vous allez pouvoir avoir accès aux différés des événements passés avec soit l'intégralité de l'événement, soit le séquençage en ce qui concerne toute la partie technique notamment, où on a voulu pour les plus jeunes laisser l'accès pour sa révision éventuelle avant d'aller au bloc opératoire sur tel ou tel type de technique. Alors, on va voir quelques exemples de la mise en place d'un tel événement, notamment une retransmission en direct. Et on va peut-être juste passer un petit reportage de France 5 qui était venu nous filmer au cours d'une de ces interventions. Vous allez voir un petit peu toute la mise en place de cet événement. Aujourd'hui, le premier temps de l'intervention se déroule loin du bloc opératoire, sur le toit. Car impossible de faire une opération transmise en direct sur Internet sans connexion satellite fiable grâce à cette antenne. 3, 2, Bonjour et bienvenue à l'hôpital Tenon pour notre troisième webcast de Tenon Thoracic Institute. Nous sommes au milieu des blocs opératoires. Tout ce matériel vidéo a été désinfecté pour diffuser sur le web des interventions de pointe sur le poumon. Les instruments qui tu utilises en ce moment pour la dissection, c'est les instruments que tu utilises régulièrement? C'est des instruments standards, c'est-à-dire que je n'ai pas d'instruments spécifiques. On a quelques instruments courbes, mais qui là ne mettent pas. C'est un confrère canadien qui suit ainsi en direct l'opération avec d'autres collègues marocains, suisses ou français. Tous ont sur leur ordinateur exactement l'image de la caméra du bloc. Il découvre avec le chirurgien la difficulté de l'intervention. Quand est-ce que tu perds la patience et tu décides de convertir? Je pense que ce n'est pas uniquement une question de patience, c'est une question de sécurité pour le patient. Les chirurgiens qui veulent apprendre une technique peuvent déjà voir la technique, voir la gestuelle, et ça va leur permettre de pouvoir aborder la phase pratique de leur enseignement avec beaucoup plus de bagages et plus d'informations que s'ils arrivaient novices dans un service de chirurgie pour apprendre la nouvelle technique. 4 interventions ont ainsi été réalisées en simultané par 3 chirurgiens pendant 4 heures de transmission en direct. Ces 4 heures resteront accessibles en ligne 1 an pour tous les spécialistes qui étaient mobilisés aujourd'hui dans leur propre bloc opératoire. Donc voilà, ça c'est le premier type d'événement en retransmission en direct, alors qui nécessite bien sûr pour l'internaute de se connecter à l'heure et puis avoir le temps de rester 3 heures devant son écran. Autre technique plus facile d'accès, c'est la table ronde d'experts, où on va réunir sur un plateau des experts avec des films prémontés et qui vont être commentés en direct. Alors là, on ne va pas passer le son, c'est pas la peine. Et voyez, on a le plateau d'experts qui discute, qui commente en direct, avec les questions qui sont posées au modérateur qui peut ensuite retransmettre ces questions à l'invité en l'occurrence. Et sur la même page, l'internaute peut voir l'intervention en elle-même qui se déroule avec la gestuelle à l'extérieur, et on peut comme ça avancer sur des points techniques dans la présentation des événements. Troisième événement possible, ce sont les visites d'immersion où on fait l'accueil d'équipes, anesthésistes, chirurgiens, mais ça peut être d'autres spécialistes, pneumologues, suivant le thème, où on va avoir un temps de présentation théorique des topos et ensuite le suivi d'un programme opératoire, puis un débriefing, mais ça c'est plus tellement du e-learning puisque ce sont des visites sur site. On sort un petit peu du débat. Quel va être maintenant l'avenir de ces différents moyens de communication par l'image? Je vais laisser Jalal reprendre la suite.
Alors, on vous a parlé donc de la connexion, puisque le e-learning nécessite la connexion. On va vous parler maintenant de l'hyperconnexion. On est un petit peu plus, on se projette dans le futur. Donc, en tant que centre pilote, on a eu la chance d'essayer les Google Glass pour essayer de voir comment on peut développer des applications. Donc, les Google Glass, comme vous allez voir, on les clip sur les lunettes. Ce que vous voyez dans ma main droite, c'est un écran d'ordinateur qui va se refléter directement sur les lunettes du chirurgien ou du médecin qui porte ces lunettes, les Google Glass, et va apparaître, c'est très facile, ça va apparaître un écran, et c'est sur commande vocale. Donc là, j'étais en train d'opérer, j'avais besoin de revoir le nodule, j'ai consulté par commande vocale le dossier du patient, et le scanner a défilé devant mes yeux sur l'écran d'ordinateur que j'avais sur mes lunettes. En opératoire, lorsqu'on a une difficulté technique, donc ça c'est très bien pour l'enseignement et pour la communication, une difficulté technique, j'ai pris une photo anatomique par commande vocale que j'ai envoyée par commande vocale sur le smartphone, l'iPhone de Denis, qui était dans son bureau. Donc il va recevoir cette petite bronche qui m'embêtait, et il a pu regarder, on a discuté en direct du bloc opératoire. Donc là, Denis était dans le même bâtiment, il aurait pu être de l'autre côté de la France, ailleurs dans le monde, en tant qu'expert. Et là, pour valider la sortie d'un patient, Denis fait la visite. Il a besoin de voir la radio du patient pour valider la sortie. Il va tout de suite, par commande manuelle, il va aller sur le dossier du patient, il va regarder la radio du jour, il va voir que le poumon est bien collé, qu'il n'y a pas de complications, le malade va bien, et il va sortir de la chambre en ayant validé la sortie du patient. Alors, l'utilisation de l'image, il y a encore d'autres utilisations qui apparaissent. Vous voyez ici le traitement de l'image en direct par le chirurgien sans se déstériliser. C'est-à-dire qu'on va reconnaître le mouvement du chirurgien, et il reste en stérile. Il va pouvoir d'une part lui céder de cette imagerie pendant la chirurgie, lorsqu'on veut localiser un nodule pulmonaire, mais aussi faire de l'enseignement lorsqu'il a des internes, des externes qui sont en salle, qui ont besoin d'avoir une information anatomique sur la chirurgie qu'il fait. Il peut utiliser ces systèmes même de reconstruction d'images en direct, tout en restant stérile. Alors, allons encore un peu plus loin. Donc ça, c'est une première. J'ai mis à gauche donc le dessin de Léonard de Vinci sur le fœtus dans l'utérus, et puis cette équipe américaine qui a réalisé une dilatation intra-utérine d'une valve cardiaque chez ce fœtus, qui a permis au fœtus de pouvoir continuer sa maturation jusqu'à l'accouchement. Donc c'était une équipe de cardiologues, de radiologues, de gynécologues qui ont réalisé en transutérin, transabdominal, cette angioplastie, donc un ballonnet qui a été introduit dans le cœur du fœtus, qui a pu bénéficier d'une dilatation. Tout ça pour vous dire que l'évolution, le développement de l'image va permettre non seulement de faire des choses extraordinaires, mais en plus de communiquer et de faire de l'enseignement. Donc pour conclure, l'image garde une très grande place, une place prépondérante dans l'enseignement et la formation chirurgicale, mais l'enseignement de la chirurgie se fait toujours autour d'un maître, et le compagnonnage reste le socle principal de la formation chirurgicale. L'utilisation des technologies multimédia et d'Internet permet d'améliorer la qualité de l'apprentissage, faciliter l'accès à des ressources et des services, tout en permettant un échange et une collaboration à distance. Et le développement des formations en ligne et à distance est inéluctable dans notre profession et prendra une place importante dans le panel d'outils pédagogiques que nous proposons à nos élèves. Donc pour vous connecter sur l'Institut thoracique de Thonon, vous faites sur Google Thonon Thoracic Institute, et vous pouvez suivre ensuite, je vous laisse guider par le site qui est facile d'utilisation. Merci pour votre attention. Merci et bravo à tous les deux d'avoir bien vendu la soupe, si je peux me permettre cette expression. Et je vais demander à Dominique Franco, qui bien entendu s'intéresse énormément à l'enseignement des chirurgiens et à l'enseignement post-universitaire, de commenter cette communication. Bien sûr, je remercie beaucoup Jalal Aswad et Denis Debrosse, parce que là, ils ont montré un foisonnement de choses à partir des techniques d'information et de communication. Et je crois qu'effectivement, ils ont raison. L'image a été la base de ces nouvelles techniques, et effectivement, l'imagerie et la chirurgie doivent faire évoluer
ces techniques. Alors moi, je les félicite d'abord d'avoir développé à Thonon un tel institut. Je vous rappelle d'ailleurs que parmi toutes les choses qui ont été faites, il faut quand même citer Jacques Marescot, qui a été un des premiers à utiliser toutes ces techniques. Il y a déjà très longtemps qu'il a fait cet acte de téléchirurgie entre New York et Strasbourg, qui était assez extraordinaire, qui a valu que pour la première fois une technique chirurgicale soit publiée dans Nature, qui n'est quand même pas très fréquent. Mais je trouve que ce que vous développez, c'est très très joli. Vous avez montré beaucoup de choses. En particulier, dans ce que vous avez montré, de temps en temps, il y a simplement comment j'opère bien. Voilà, je vous montre qu'est-ce que je suis bon. Et je crois qu'il faut aller un peu au-delà de ça. C'est-à-dire montrer comment j'opère, on disait grâce au livre rouge du temps de Mao Tse-tung, j'opère des choses très difficiles. Moi, je vais vous montrer combien je suis bon. Je crois que vraiment, il faut maintenant hiérarchiser un petit peu l'utilisation de ces techniques pour arriver à faire un véritable enseignement à partir d'elles. Et c'est compliqué ensuite, parce que la technologie compte beaucoup, mais ce qu'il faut, c'est la dominer, et puis à partir de cette technologie, réfléchir à comment l'utiliser pour faire bien de l'enseignement. Donc vous avez cité les MOOC, moi je dis MOOC, parce que c'est quand même de l'anglais, qui sont certainement une forme assez évoluée maintenant de ces techniques d'information et de communication, et je pense que le MOOC est assez bien adapté à l'apprentissage des techniques chirurgicales. Un des avantages du MOOC, c'est qu'on les diffuse par petites séances de 10 minutes. Ce sont des cours qui sont théâtralisés, les MOOC, puisqu'on filme l'enseignant en train de faire son cours, et à côté du contenu de l'enseignement, on voit dans un coin des diapositives l'enseignement expliqué aux élèves. Alors, l'avantage des séquences de 10 minutes, c'est qu'on ne dépasse pas le temps d'attention maximum d'un étudiant, et donc on peut très bien, par ces séances, apprendre des petits moments de l'intervention chirurgicale, sans les lasser, sans qu'ils oublient, et je trouve que vraiment c'est tout à fait adapté. Actuellement, effectivement, sur la plateforme Fun, il y a surtout des MOOC consacrés à la méthodologie, à toutes les sciences des populations et tout cela. Il y a un petit nombre de MOOC vraiment médicaux qui sont en train d'arriver. Moi, il se trouve que pour l'instant, à l'Institut Pasteur, je suis chargé de la réalisation des MOOC. On vient de faire notre premier MOOC sur la vaccinologie. C'est compliqué, c'est intéressant, mais vraiment, on peut faire des choses très très jolies. Et moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment maintenant de choisir, de sélectionner parmi ce que vous voulez faire quelque chose de bien précis, peut-être un MOOC, et de faire un premier MOOC en chirurgie. Vous savez qu'actuellement, l'Académie de chirurgie est en train de faire une grosse plateforme informatique. Et quand on fait un MOOC, on doit avoir une plateforme sur laquelle on dépose son MOOC qui va servir à la diffusion. Et je trouve que ce serait une jolie image que l'Académie de chirurgie serve à la diffusion des MOOC chirurgicaux. Alors l'avantage des MOOC, comme vous l'avez dit, c'est aussi qu'il y a du chat sur le web. Et donc, il y a des séances questions-réponses, surtout entre les étudiants, mais aussi de temps en temps qui sont animées par l'enseignant. Et là, on revient sur la notion de l'accompagnateur, du compagnonnage. Et moi, je serais vraiment très intéressé que vous puissiez développer ça. Donc, bravo de vous intéresser à cela. Hiérarchisez maintenant, c'est-à-dire produisez quelque chose qui soit plus que je vous montre de l'image et je vous dis comment il faut faire, mais réaliser un enseignement de haute qualité par ces nouvelles technologies. Félicitations. Alors, avant de donner la parole à Jalal qui va répondre certainement, je voudrais réagir à ce que tu viens de dire, parce que justement, c'est exactement l'inverse de ce qu'on essaie de faire. C'est-à-dire, c'est pas regarder comme on est beau, regarder comment on fait bien, c'est le monde entier nous regarde d'avoir des accidents péropératoires. Et comment on fait pour s'en sortir. Et il y a eu, pour avoir modéré toutes les séances, puisque ce sont les gens qui sont derrière toi qui opèrent pendant ce temps-là, tout le monde sait que la vidéochirurgie, surtout en chirurgie thoracique, c'est pas forcément très serein tout le temps. On voit en temps réel tout ce qui se passe, toutes les difficultés, toutes les anomalies anatomiques, bronchiques, vasculaires, etc. Le petit accident de la petite artère qui fout le camp, le clan qui passe derrière et qui, comme par hasard, on n'avait pas vu la petite artère. Justement, c'est précisément de mettre en situation, et un de nos modules va porter sur les accidents péropératoires, précisément. Alors, je redonne la parole à Jalal pour répondre. Si je peux, en 10 secondes, moi j'avais toujours été fasciné par un article sur la cholécystectomie qui montrait que
quand un groupe de chirurgiens experts regardait des cholécystectomies sur l'écran, ils avaient tous compris à peu près 3 minutes avant l'opérateur que l'opérateur allait couper la voie biliaire principale. C'est une très jolie démonstration, ce qui veut dire d'ailleurs qu'on peut robotiser quelque part la conduite de l'opération et à un moment stopper l'opérateur en disant « Attention, là, vous arrivez là ». Je voulais rebondir sur ce que disait Dominique, justement. Notre objectif était de nous montrer en situation directe. Pas montrer comment on opère bien, mais montrer qu'on avait aussi des incidents. Il n'y a rien de pire, je trouve, que de faire un montage de film parfait qui dit, regardez, comme j'opère, effectivement, comme j'opère bien. Là, on ne monte pas au départ, sauf dans les tables rondes d'experts, mais dans la chirurgie en direct, on montre qu'on n'y arrive pas de temps en temps. Et l'idée était du chat, c'était d'échanger et parfois de prendre l'idée de l'internaute qui nous dit « Ah, bah, moi, j'aurais fait plutôt comme ça ». Et de le faire en direct, justement, pour montrer. Et c'était vraiment, l'objectif était de faire cet échange dans un sens et dans l'autre. Comme je dis à chaque fois, c'est de faire le off des congrès. Les congrès, on monte sa série, très belle, parfaite. Et puis là, dans les couloirs, on apprend que « Ah ben non, j'ai aussi vu cet incident. » Donc ça, c'était plutôt faire le off du congrès pour faire vraiment un véritable échange, parce qu'on gagne aussi avec le retour des internautes de temps en temps. Voilà. Jalal, tu veux ajouter quelque chose ? Rapidement, pour insister sur... ce sont des technologies, ces technologies d'enseignement sont des technologies nouvelles que nous, chirurgiens, on découvre. Il est beaucoup plus facile de faire un topo avec des diapos et que sur l'informatique, les mettre sur un site, faire un MOOC d'informatique et aller regarder les diapos. Faire de l'enseignement pour des jeunes chirurgiens ou pour des chirurgiens sur une technique chirurgicale, c'est beaucoup plus complexe en utilisant ces moyens de e-learning. C'est pour ça que c'est quelque chose qu'on apprend en développant ce site-là. On a beaucoup appris, on avance, on progresse et on découvre. J'insiste sur le fait que le but n'est pas du tout de faire, parce qu'on va sur YouTube, on regarde, on voit une lobectomie supérieure droite, on ne sait pas comment ni pourquoi, et on voit que le chirurgien l'a fait. Le but de ce qu'on essaye de faire dans notre e-learning, c'est de montrer d'une manière la plus didactique, pédagogique possible, les étapes de chaque intervention. C'est là qu'on est plus dans l'enseignement que dans la démonstration. Notre objectif est aussi l'échange. Et pour revenir sur la durée courte, justement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un découpage très court de toutes les étapes. C'est ce qu'on appelle le best-of. Donc, on a fait une émission de 2 heures en live. On va la découper, on va prendre tous les moments importants et on va faire des petites séquences de 2 minutes ou 3 minutes. Installation du patient. Lorsqu'un chirurgien va voir l'installation du patient pour une lobectomie vidéo par voie antérieure, il va cliquer uniquement sur l'installation, il va voir la description, comme a montré Denis, l'expert qui parle, et puis les images en dessous, et il va dire, voilà, maintenant je sais comment on peut installer un patient pour l'opérer par vidéo voie antérieure. Il n'a pas besoin de regarder les 3 heures. C'est ciblé. Maintenant, comme je vous dis, on progresse, on apprend aussi de ce nouvel outil qui, comme je l'ai montré, l'enfant qui fait son éveil sur une tablette, il fera sa formation chirurgicale sur une tablette aussi. Merci. Monsieur Loger, vous voulez poser une question ? Oui, une remarque et une question. La remarque, c'est de vous féliciter d'abord de toute cette présentation. Il est certain que c'est complètement passionnant et que ça remet en cause toutes les habitudes qu'on avait de formation chirurgicale et que la jeune génération doit s'impliquer pour aboutir à des choses concrètes. Et moi, je suis aussi, comme l'était tout à l'heure Franco, pour des réalisations concrètes et pratiques sur une intervention avec les 2 ou 3 pièges qu'elle comporte, etc. Donc, un peu un caractère modulaire. Ma deuxième remarque, en fait, est une question. J'ai vu que vous utilisiez beaucoup, et vous aviez l'air très satisfait, la lunette, la fameuse lunette de Google, qui comporte un écran sur ses branches et qui vous permet d'être en communication permanente avec toute la réserve d'imagerie. Mais j'ai cru lire dans la presse que Google avait abandonné désormais cette lunette. Alors, donnez-nous l'information. Alors, nous avons essayé ce prototype de Google qui a été abandonné par Google, mais qui a été repris par d'autres firmes qui, elles, continuent à développer. Et il y a un groupe de travail à l'UPMC qui sera dirigé
par l'ex-doyen Serge Usan, qui travaille sur les Google Glass et sur la GoPro, donc cette fameuse caméra qu'on peut mettre sur le front, pour l'enseignement de la chirurgie. Et on fait partie, bien sûr, dans le service du groupe de travail sur le développement de cette hyperconnexion. Donc les Google Glass, c'est tombé, le Google est tombé, mais le concept reste et sera très probablement utilisé pour des applications chirurgicales et médicales. Merci. Bien. Oui. Une question rapide. Quel développement vous envisagez pour faciliter la formation dans des pays très éloignés, par exemple à Urumqi, dans le fin fond de la Birmanie? Est-ce que vous pensez que ces techniques d'e-learning peuvent apporter quelque chose? Absolument. Je pense que c'est un moyen idéal. Maintenant, et ce qu'il y a, c'est que pour mettre un programme de e-learning, il faut évaluer les besoins. C'est la première étape. Donc je pense qu'il faut bien évaluer les besoins du pays qui est demandeur de communication de e-learning. Ça, c'est une première chose. Mettre en place un vrai programme de formation et d'enseignement avec le pays qui est demandeur, et ensuite l'application se fait à distance. J'ai participé la semaine dernière à un congrès en Algérie, et il y a beaucoup de chirurgiens algériens de partout en Algérie qui sont venus me voir pour me demander comment faire pour communiquer avec nous, pour essayer de voir ces techniques-là. L'Algérie, c'est pas un pays perdu, ils ont tout ce qu'il faut, mais ils étaient très intéressés par cette communication. Mais il faut que ça soit fait selon les règles du e-learning, les besoins, un programme et ensuite l'application. Et le suivi, pardon. Comment évaluez-vous l'efficacité de ce protocole? Il faut qu'elle soit définie avec le pays demandeur avant. C'est le programme, besoin, programme, application, évaluation. C'est les étapes du e-learning comme l'HAS l'a défini. Il y a beaucoup de questions, mais malheureusement, on va être obligé d'avancer. Alors, deux dernières petites questions, petites réponses. Monsieur Delettre, puis Monsieur Launois. Merci. Oui, je voulais aller dans le même sens. J'ai dirigé pendant 7 ans, on avait créé un DU avec le Liban, avec Denis Collet, Jean-Luc Bouillot, etc. Et on allait 2 fois 8 jours faire des démonstrations là-bas et avoir donc, tout un enseignement sur animal, etc. Et puis les circonstances politiques ont fait qu'il n'a plus été possible d'aller là-bas et on a pu continuer grâce aux télétransmissions, soit d'intervention chirurgicale, soit de démonstration quelconque avec une interaction, des interrogations, etc. Et ça se passe très très bien, sans difficulté aucune. Monsieur Launois. Non, c'est une question simple. Le nombre de clics par jour du Toden Institute. Alors, ce qu'il y a, c'est que il y a le nombre de clics et il y a la durée de connexion. C'est-à-dire qu'un clic est enregistré comme une connexion, mais si c'est un clic qui dure 30 secondes, parce qu'on est juste curieux, il est comptabilisé quand même. Les statistiques qu'on a sont de décembre 2014. C'est une plateforme française. La communication est faite par nous-mêmes. On met juste l'annonce sur le site de la société et on envoie des mails au groupe, aux Génération Thorax, groupe Thorax, etc. Nous avons 2447 connexions en ayant fait uniquement une communication française. Depuis, on a lancé le site en septembre 2013, donc on a 1 an et demi d'ancienneté et quasiment toute la planète est couverte de clics. Donc on a les connexions, on a 174 connexions qui viennent du Brésil et tous les continents sont inclus, alors que c'est une plateforme française. On n'a pas encore passé à l'international ni à l'anglais. Donc ça veut dire qu'il y a un besoin, il y a une demande et qu'il y a une vraie place à cet enseignement-là, notamment en chirurgie. C'est par jour? Alors non, c'est pas par jour. Non. Le nombre de clics par jour, je ne l'ai pas. Ça, c'est tout clic. Tous les clics qu'il y a eu sur 1 an et demi, on a eu 2447 connexions. Bon, je suis malheureusement obligé d'interrompre ce débat pour passer à la dernière communication.